Donc bienvenue dans cette séance consacrée au rôle de l'art dans les formations au management. Mon nom est Yves-Frédéric Livian, je suis un ancien professeur des universités ici à l'IAE et chercheur au Centre de recherche Magellan. Mon but va être d'abord de prendre la parole pour quelques minutes pour présenter un petit peu introduire un petit peu le sujet, à la suite de quoi nous aurons deux interventions, mais j'en dis pas tellement plus puisque je voudrais réserver un peu un caractère un peu de surprise pour la suite. L'art, ça fait partie, il y a toujours des surprises dans l'art, hein, c'est bien connu. Christophe Falcoz, donc ici présent, professeur associé à l'IAE, qui a l'habitude d'emmener des managers au Louvre, si j'ai bien compris, mais enfin qui peut aussi les emmener au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et puis Marie-Laure Tessèdre, qui n'est pas encore là, mais qui va venir, qui est fondatrice de l'ensemble MLT. J'en dis pas plus pour l'instant. Alors, je voudrais tout d'abord introduire un peu le sujet autour de l'utilisation de l'art dans les formations au management, faire un rapide panorama. Enseignement supérieur, comment les facultés nous volent notre argent et font échouer nos enfants. Repenser la formation au management, la dérive académique, changer l'ADN de nos formations. Tels sont quelques-uns des titres d'ouvrages récemment parus aux États-Unis au cours des 5 dernières années sur la formation en général, la formation supérieure en général et la formation à la gestion en particulier. Les critiques à l'égard de la formation au management traditionnelle sont maintenant nombreuses, bien connues, notamment depuis l'ouvrage de Mintzberg « Donnez-nous des managers des vrais et non pas des MBA », l'ouvrage date de 2004. Mais ces critiques se sont multipliées au cours des dernières années, et notamment dans le pays qui en est un peu à l'origine, les États-Unis, et puis pour ce qui concerne l'Europe, en Angleterre. Donc nous sommes en France, au fond, également concernés par cette question, puisque une bonne partie de nos formations au management ont été influencées à une époque par le modèle nord-américain. La critique de l'enseignement de la gestion et du management correspond bien entendu à une certaine crise du management lui-même. Ce n'est pas le but de la soirée d'en parler. Il est banal de dire que nous sommes dans une époque de rupture, de discontinuité, qui amène à se poser des questions peut-être nouvelles et à sortir la formation des sentiers battus, sans parler des ravages de la crise financière de 2009, où on a considéré qu'une partie des responsabilités de cette crise était liée à l'enseignement de la gestion. Je cite le président de l'autorité financière britannique. Un échec intellectuel fondamental. Ce n'est pas seulement un échec financier, c'est un échec intellectuel fondamental. Donc à partir de ces constats, s'est développé au fond un courant de recherche, d'initiative, que les Anglais appellent Critical Management Education. On ne va pas traduire, hein, c'est pas la peine. Et qui est en train, au fond, de se développer, de faire son apparition aussi en France, et par conséquent, au sein duquel se situe, au fond, une série d'interrogations, mais aussi d'initiatives, de propositions sur le rôle de l'art dans ces formations au management. Alors, rappelons d'abord quelques-unes des critiques qui sont couramment faites dans le Critical Management Education sur la formation au management. Tout d'abord, une obsession sur les best practices, sur le benchmarking, donc qui finalement aboutit à un conformisme général, puisque tout le monde copie tout le monde, donc on ne risque pas de beaucoup innover dans ce cas-là. Le goût immodéré pour le calcul rationnel, objectif, issu d'une tradition évidemment positiviste et qui finalement découpe l'individu en plusieurs parties. Il y aura une partie qui est le calcul rationnel, l'objectif, puis une autre partie qui est le social, l'émotionnel, le psychique, le physique, le politique. Tout ça est évidemment mis de côté dans les formations. L'absence totale, autre critique, absence totale de sensibilité aux conséquences éthiques, environnementales, sociales, des outils de gestion qui sont enseignés et qui ensuite sont pour partie mis en œuvre, notamment du fait de cette priorité donnée au calcul rationnel.
Et là encore, pour revenir une seconde à la crise financière récente, on a pu parler, un commentateur très compétent a parlé de ces bombes atomiques financières élaborées tranquillement sur leur PC par des jeunes diplômés de 26 ans. Bon, c'est un peu un résumé, quand même un petit peu, de ce qui s'est passé. Alors je sais bien qu'il existe dans un grand nombre d'établissements maintenant des cours d'éthique des affaires, mais bon, là aussi, le rôle de ces enseignements d'éthique des affaires, si le reste n'est pas changé, peut être soumis à débat. Enfin, critique de l'enseignement traditionnel de la gestion autour d'un usage excessif de modèles, et notamment de modèles abstraits, si possible formalisés avec des formules mathématiques, correspondant, en plus en France, au goût immodéré que nous avons pour les mathématiques, nous disent nos amis internationaux. Donc là, effectivement, bon, je ne vais peut-être pas me faire des amis dans la salle pour ceux qui enseignent la microéconomie ou les sciences économiques, mais bon, c'est vrai qu'un certain abus, sans doute, de modèles abstraits, le culte, un enseignement de management qui est souvent fondé sur le culte de certains héros artificiellement mis en avant et dont on ne parle pas quelques années plus tard, même s'ils ont été capables de faire capoter l'entreprise qui leur a permis d'obtenir le prix du meilleur manager. Et puis une surutilisation de la méthode des cas, en tout cas d'une certaine méthode des cas, qui se contente souvent, trop souvent, d'une description simplifiée et parfois panégérique du succès de quelques grandes entreprises sans qu'il se passe la moindre zone d'ombre ou la moindre contradiction dans la stratégie ou la gestion de ces entreprises. Et je pensais que cette critique qui est faite dans ce courant de pensée critical, était un peu désuet. Et puis il s'est trouvé que j'ai fait partie très récemment d'un jury du meilleur cas d'une association académique que je ne citerai pas pour l'instant, hein, et donc j'avais à évaluer 9 cas qui m'ont été envoyés, et je me suis aperçu que cette critique était encore valable, puisqu'on avait encore des cas traditionnels dans lesquels tout baigne, une entreprise formidable met en place des trucs super, et les salariés sont contents, et en plus la rentabilité, c'est formidable, puisque les deux vont ensemble, hein, la rentabilité et le bonheur des populations. Alors, face à cela, que faire ? Plusieurs choses possibles. Là, peut-être une voie de solution pour renouveler les formations au management. Déjà, en 2004, on va prendre quelques exemples, le photographe français que vous connaissez tous, Yann Arthus Bertrand, et le metteur en scène indien Shekhar Kapoor sont invités au forum de Davos, où on n'a quand même pas l'habitude tellement de s'amuser autour de choses artistiques, et ils ont à répondre à une question. Il y a un forum qui s'appelle « Et si un artiste dirigeait votre affaire ?» Deuxième chose, bon, parmi d'autres initiatives, McDonnell Douglas, bon, le constructeur automobile américain bien connu, invite David White à son séminaire pour perfectionner ses top exécutifs. David White, qui est-il ? C'est pas un consultant en management, c'est pas un professeur de la Harvard Business School, c'est pas un économiste, c'est un poète. Autre exemple, la Copenhagen Business School, qui est une business school européenne très cotée, a créé il y a maintenant 6-7 ans un centre pour les arts et le leadership. Autre exemple, à la Wharton School, qui est aussi une université américaine bien connue, il y a un nouveau module de formation obligatoire qui s'appelle Leadership Through the Arts. C'est-à-dire, bon, effectivement, hein, comment peut-on travailler sur les problèmes de leadership à travers les arts. Alors, dans ce foisonnement d'initiatives, il y en a pas mal, mais je voudrais retenir deux principaux courants. D'une part, faire de l'art pour apprendre, et puis d'autre part, utiliser l'art pour comprendre. Faire de l'art pour apprendre, c'est-à-dire transférer des habiletés, des savoir-faire du monde de l'art vers le monde de l'entreprise. Et puis, utiliser l'art pour comprendre, c'est-à-dire utiliser l'art comme médiateur pour comprendre des phénomènes essentiels qui sont
qui sont en jeu dans l'entreprise et dans le management, et pour lesquels l'art peut nous dire des choses. Alors, faire de l'art pour apprendre, c'est la partie activité pratique. Faire du théâtre pour qu'un certain nombre d'individus développent leur capacité d'expression, leur intelligence émotionnelle, leur sensibilité à des situations humaines, aussi bien dans le domaine du climat relationnel interne de l'entreprise que dans le sens d'une meilleure compréhension des gens avec lesquels ils sont en interface, notamment dans des activités de service. Faire de la musique, faire de la danse, faire de la sculpture pour développer ses capacités d'expression. Faire de la musique ensemble a permis, semble-t-il, au cadre de Lafarge et de Blue Circle aux États-Unis d'apprendre à mieux coopérer après le fait que l'entreprise Lafarge avait racheté cette entreprise américaine là-bas aux États-Unis. De manière peut-être plus fondamentale, l'art permet aussi de développer, peut permettre aussi de développer des capacités essentielles, savoir écouter, savoir observer, savoir regarder. La faculté de médecine de l'Université de l'Ohio propose un séminaire qui s'appelle « Comment regarder ?», qui est fondé sur un apprentissage aux arts plastiques pour améliorer la capacité de diagnostic des futurs médecins. C'est assez intéressant quand même. On sort là du management, mais c'est quand même aussi assez intéressant comme exemple. Donc, on peut penser que les pratiques artistiques conviennent particulièrement au transfert de savoir-faire ou d'habiletés qui sont tacites, qui ont une forte dimension émotionnelle, qui ne sont pas fondées sur des raisonnements logiques. Les habiletés logiques, les habiletés rationnelles, leur transmission, en gros, on sait déjà faire, on sait pas mal faire dans les entreprises, mais on peut penser effectivement que le transfert d'habiletés d'autres natures sont plus difficiles à transmettre et que l'art peut aider dans ce domaine. Utiliser l'art pour comprendre, deuxième volet, il ne s'agit pas plus tellement de faire des choses, mais de se servir de l'art comme une médiation, comprendre des phénomènes essentiels à travers l'art. L'art nous dit des choses que les meilleurs manuels ne nous ont pas dit forcément. Des livres, des films, des tableaux peuvent être instructifs sur des phénomènes fondamentaux qui sont en jeu dans l'entreprise. D'abord parce que l'art peut nous permettre de dévoiler des choses qui ne sont pas dites ou facilement dites. Alors ça revient à une tradition de formation qu'on a déjà utilisée mais qui avait un peu disparu. Par exemple, quand on parle de photolangage, les méthodes projectives, se projeter dans une situation, dans des images, etc., et dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit autrement. Mais aussi le théâtre d'entreprise, qui est quand même déjà assez largement utilisé en France depuis presque une vingtaine d'années, dans lequel des comédiens représentent des situations réelles, renvoyant à des réalités dans lesquelles les gens de l'entreprise se retrouvent, souvent de manière comique, mais permettant ensuite de débloquer un certain nombre d'expressions sur des choses qu'ils ont envie de dire ou des situations difficiles qui n'étaient pas faciles de dire de manière traditionnelle. Donc, une pratique de ce type peut permettre de briser des barrières, de faire assurer une meilleure cohésion d'équipe ou de libérer la parole. D'autre part, l'art peut être aussi l'art transmet aussi un message par lui-même. Et ce message, certaines œuvres véhiculent sur certains thèmes des enseignements au fond, des éléments de réflexion. On en verra tout à l'heure un exemple à travers la peinture. Ça fait longtemps que les formateurs au leadership en Angleterre utilisent le discours de Henri V écrit par Shakespeare à la bataille d'Azincourt. Et si vous le relisez, je vous invite à le relire, vous allez voir qu'un certain nombre de séminaires ou de textes sur le leadership sont très largement dépassés et qu'on peut donc revenir à des choses qui pourtant n'ont pas de rapport direct avec l'économie d'aujourd'hui. Donc, la peinture, le cinéma, le théâtre peuvent être utilisés dans ce sens-là. Les Anglais parlent maintenant de « artful leaders ». J'ai d'ailleurs un peu de mal à traduire exactement, au fond, en français, puisque ça veut dire, au fond, des leaders qui sont
influencés par l'art, enfin qui sont à la fois capables de développer des éléments artistiques et qui ont appris ces choses-là à travers l'art. Le manager de demain sera-t-il un artiste? Telle était la question présente dans un des ouvrages récents qui est apparu sur la question. Et puis, on trouve même des articles aux États-Unis aujourd'hui pour dire, maintenant, c'est plus tellement le MBA qui est à la mode, c'est MFA, c'est le Master of Fine Arts. Bon, alors, je ne suis pas encore tout à fait sûr, honnêtement, que les entreprises françaises vont recruter des Masters of Fine Arts pour manager des entreprises. Mais enfin, l'idée est quand même intéressante. Il y a là, je crois, un domaine qui est encore relativement peu exploré, bien qu'il existe quelques initiatives déjà en France. Voilà quels étaient les quelques points de repère que je voulais faire pour introduire le débat de ce soir, puisque nous aurons bien sûr une partie qui sera consacrée à vos questions et un débat possible. Et par conséquent, je vais passer la parole à Christophe Alcoz, qui va peut-être nous parler d'abord d'une formation qu'il a organisée utilisant la peinture. Et puis ensuite, ça fera partie un peu de la surprise relative au rôle de Marie-Laure Tessèdre, fondatrice du Chœur MLT. Merci. Merci Yves pour cette introduction qui plante bien le décor. Alors je vais très humblement vous parler tout d'abord d'une expérience que j'ai menée, alors dans un cadre bien particulier. Je vais quand même revenir un tout petit peu sur des aspects de contexte avant de vous raconter, je vais vous faire un récit de cette aventure de formation. Il s'agissait déjà pas du tout d'une formation à l'université, mais d'une formation intra-entreprise, donc avec un client et donc en formation des managers de la même entreprise en temps formation avec leur employeur. Donc il s'agissait d'une filiale d'un grand groupe pharmaceutique allemand implanté en France, c'est important pour la suite. Il s'agissait d'une formation dont l'objectif était d'emmener les managers au Louvre. Donc j'ai eu la chance d'en emmener à peu près 270 lors de 24 demi-journées de formation, entre guillemets, au Louvre. Donc vous allez voir défiler derrière moi, et je vous les commenterai, quelques supports que j'ai pu utiliser. Tous les managers, animateurs d'équipe, managers de managers, donc les N-1 du comité exécutif sont allés en formation. Le comité exécutif n'y est pas allé. Ça fera l'objet certainement de débats. Et cette formation, entre guillemets, au Louvre était un des détours pédagogiques proposés, que j'avais proposé à la DRH. Et dernier point de contexte, j'étais le consultant qui a co-construit tout le cursus de formation pour les managers de cette entreprise qui a duré des années. Alors, du coup, comment est construite cette formation? Elle est construite en deux temps. Un temps qui était avant la visite, donc qui se faisait dans une salle pas loin du Louvre, à quelques pas du Louvre, et puis ensuite d'un temps au Louvre. Alors, le temps de la visite, avant la visite à proprement parler, c'est un temps essentiellement qui part sur un débat. L'objectif était de proposer aux gens de pouvoir s'exprimer sur des signes et des symboles manifestes du pouvoir dans leur entreprise ou tout au moins dans leur vécu professionnel, même si c'était chez un autre employeur. Donc je débriefais ce premier temps avec la volonté de classer un peu tout ce qu'ils pouvaient me dire sur un paperboard, c'est-à-dire le langage comme signe du pouvoir, le mobilier, les vêtements, le fait de pointer ou pas, donc le rapport du pouvoir et les signes du pouvoir liés au temps, ainsi de suite. Ensuite, je vais vite, je vous donne quelques toutes petites idées. Je les ai fait réfléchir sur des éléments d'architecture avec des photos que vous voyez là, en partie des photos du siège de leur propre entreprise, de différents sièges, et en leur demandant, il y a des photos d'autres sièges de l'entreprise qu'ils ne connaissaient pas, et en leur disant, à votre avis, il y a quel genre de management en regardant ce bâtiment ?
Et je leur donnais des éléments. Au bout d'un moment, je leur disais, bah, c'est telle entreprise. Donc, c'est des entreprises très connues, Arriva, Bouygues, qui s'avèrent avoir des architectures de sièges très particulières et qui, effectivement, invitent à une réflexion sur le genre de style de management qu'on peut souhaiter voir se développer dans ce genre d'entreprise. Et puis, le but était aussi de préparer la visite et donc de leur donner un minimum de code pour décrypter de la peinture de portraits de rois, essentiellement. Donc, on est parti du fameux Louis XIV par Hyacinthe Rigaud en 1701, qui est considéré comme le sommet de la peinture, de l'absolutisme, et donc où tous les signes du pouvoir sont surajoutés, surconvoqués. Je ne vous fais pas le décryptage, mais je l'ai fait avec eux. Qu'est-ce qu'un rideau d'apparat, la symbolique de l'apparition, pourquoi il est surélevé, pourquoi il n'est pas dans un temps qui est le sien, mais il est dans le temps de Charlemagne et puis dans le temps des Antiques, comment s'acheter du temps aussi dans la représentation. Voilà, donc c'est tout ce décodage que je faisais avec eux. Et puis ensuite, tout un tas de petits éclairages pour soulever des thèmes qui sont extrêmement classiques dans les formations leadership. Les 4 vertus cardinales qui sont enseignées pendant plusieurs siècles aux princes et aux princesses, force, prudence, sagesse et tempérance. Et puis j'ai essayé de leur donner les définitions par des textes de l'époque et essayer de les faire discuter sur est-ce que ça fait résonance avec des choses qu'on vous demande de faire ou qu'il est bon de faire dans l'entreprise. Alors effectivement, les termes sont un petit peu galvaudés, mais si on les travaille un tout petit peu, on se retrouve dans un manuel de leadership. Alors ils étaient complètement pas du tout perdus. Ensuite, petit parallèle aussi sur la question de la place de l'art de la guerre dans la stratégie d'entreprise. Alors c'était pratique parce que j'ai eu des moments assez intéressants avec ces 270 managers. Par exemple, j'ai eu un groupe de managers de niveau moyen, moyen plus, où ils avaient tous eu une expérience préalable dans l'industrie pharmaceutique. Et ce qui est très marrant, c'est que certains avaient lu certains ouvrages et certains avaient lu d'autres ouvrages. Et les ouvrages qu'on leur avait obligés de lire dans leur formation leadership sur l'art de la guerre étaient différents en fonction des entreprises. Donc Sun Tzu, l'art de la guerre chez les Prussiens, vous voyez de qui je veux parler, de Clausewitz. Et effectivement, eh bien, on pouvait presque... Alors ils l'ont fait eux-mêmes, ils ont commencé à parler de l'agressivité commerciale, la façon de formuler la stratégie, le type de leader qu'on attendait dans leur boîte, en fonction de l'ouvrage de stratégie militaire qu'on leur avait demandé de lire dans leur formation management, chez leur employeur, leur ancien employeur. Donc là, c'était assez saisissant. Et on a par exemple parlé de ce très beau tableau qui est immense. Alors, je l'utilisais aussi en dehors du Louvre. Il est au Louvre parce qu'il n'est pas du tout à l'endroit où je les emmenais. Puis c'est un tableau qui est très très grand, qui nous permet d'aller toucher du doigt un des traits attendus, qui est la magnanimité chez le dirigeant de l'époque. Et puis, dernière question, dernier sujet qui a été abordé comme ça rapidement, c'était la question des contre-pouvoirs. Et je les ai amenés, par un certain nombre de représentations picturales, à leur montrer que, à part peut-être vers la période la plus absolue du pouvoir en France, c'est-à-dire Louis XIII, Louis XIV et la suite, eh bien, il y avait de très nombreux contre-pouvoirs. Donc je leur ai parlé de l'échevinage, des parlements, de rois qui se mettaient à faire des tournées de la France pendant des années. C'est le cas d'Henri IV, parce que quand les parlements français ne voulaient pas prendre un édit royal et le transmettre dans le droit local, eh bien le roi devait aller faire lit de justice. Et donc, Henri IV, par exemple, a passé de nombreux mois à circuler dans les différents endroits de la France, les différents parlements, pour dire, bon ben voilà, cette fois-ci, c'est moi qui viens, et ce texte doit passer. Alors c'était en plus des questions importantes de religion. Donc l'idée était derrière de leur montrer, le nain du cardinal de Granvelle, c'est aussi un excellent exemple, de leur montrer comment était représenté le contre-pouvoir, si c'était possible de représenter le contre-pouvoir. Et bien évidemment, tout de suite la discussion, c'était, mais est-ce qu'on a des contre-pouvoirs en entreprise? Est-ce que le manager a des contre-pouvoirs? Est-ce que les syndicats, c'est des contre-pouvoirs? Mais ça venait, je les invitais régulièrement à faire des parallèles. Hein, le but était bien là.
Voilà, donc ça c'est la préparation. Et puis ensuite, on partait au Louvre. Donc ça durait 1h30, 2 heures. Et puis après, on prenait nos petits bagages. Je ne vous raconterai pas les affres des visites au Louvre, parce que c'était grandiose. Et ensuite, on montait à L. Richelieu, 2e étage, département des peintures françaises, donc pour aller voir une série de tableaux avec un principe tout simple. Ils vont défiler très rapidement sous vos yeux. Le principe était simple, c'était de dire... Voilà, je vous propose qu'on s'arrête devant ce tableau-là. Alors, je ne suis ni historien de l'art, donc j'avais demandé à une conservatrice du Louvre de m'aider. Moi, j'avais des idées précises sur les tableaux qui m'intéressaient pour les faire parler, parce que je voyais des métaphores et des liens avec le management. Mais ensuite, j'ai fabriqué des fiches et puis je me suis lancé. Je n'ai pas toujours été très bon, je pense. Mais bon, voilà, on s'improvise des fois un peu aussi en tant que formateur au management. Et là, l'idée, c'était de leur faire voir un certain nombre de tableaux précis pour pouvoir leur demander à chaque fois « Qu'est-ce que vous voyez ?» Comment le pouvoir est représenté devant vous, quels sont les signes qu'on a déjà un peu appris à décoder que vous observez, et puis je leur donnais des éléments de contexte historique pour qu'ils puissent ensuite commencer à discuter entre eux et avec moi sur ce qu'on regardait. Voilà, tout simplement, avec l'idée qu'on a remonté la chronologie. Ça va un tout petit peu lentement, j'espère que je ne vais pas... Voilà. Donc on commençait par Jean de Lebon, qui est un tableau qui est petit, tout seul. Devant, c'est le plus vieux tableau dont dispose le livre sur le département de peinture française. Ça représente peut-être cette personne lorsqu'il était roi, on n'en est pas sûr, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été peint, on ne sait pas par qui. Et puis petit à petit, comme ça, on remontait l'histoire. Alors, à chaque fois, pour moi, c'est des occasions de faire des liens. Je ne vais pas tous vous les donner parce qu'il y avait 6 tableaux de roi de France, de Jean de Lebon au duo Louis XIII Richelieu. Alors, c'était des occasions à chaque fois de revenir sur j'ai un pouvoir par ma naissance, sauf que pratiquement tous les rois que je leur montre sont des rois qui ont eu un pouvoir extrêmement contesté. Ah tiens, donc on peut avoir le pouvoir donné sur un plateau d'argent, là, parce que je l'ai, je suis né, paf, et en fait, non, il faut toujours que je le conquière. Ah tiens, c'est intéressant. Et puis, par exemple, il y avait le duo Richelieu-Louis XIII. Il y a un partage des compétences. Donc, je leur disais un petit peu, Louis XIII était un peu bègue, c'était un excellent dessinateur, un excellent militaire, mais c'était un très mauvais politicien. Et c'est pratique, Richelieu était un très bon politicien. Voilà, il a fait j'ai commencé à leur raconter la répartition des rôles. Donc, à chaque fois, je me servais de ces peintures comme d'occasion pour soulever des thèmes dont je sais qu'ils sont souvent soulevés en management, qui sont des thèmes comme la délégation et bien évidemment comme tous les thèmes relatifs à la façon de représenter le pouvoir. Par exemple, sur Henri IV, j'ai beaucoup raconté la façon dont Henri IV fait reproduire de très nombreuses fois lui en tableau, la façon dont il gérait son arrivée dans les villes et l'importance qu'il donnait à la diffusion de sa propre image, la construction de le blanc, qui est certainement une construction historique et pas du tout une vérité historique, comme la couleur qui était à lui. Bon, voilà, pour leur montrer que ces rois avaient un souci très très fort sur la façon dont il fallait se mettre en scène autour du pouvoir. Voilà, quelques exemples. Alors, après, il y avait aussi la volonté de construire des espèces de petites... des mini-drames dans le déroulé. Par exemple, à un moment, je leur dis, bon ben voilà, vous êtes dans une entreprise franco-allemande, on a vu des représentations françaises du pouvoir, qu'est-ce qui vous manque ? On aimerait bien savoir comment c'était la représentation du pouvoir dans une culture plus germanique, avec plein de guillemets. Donc ça tombait bien, juste après, j'en avais à faire 100 mètres, on avait un tableau qui ne va pas tarder à arriver. Hop, je le fais défiler, désolé pour le timing. Philippe de Champaigne-Richelieu. Lucas Cranach dit l'Ancien qui peint Frédéric III le Sage. Alors, c'est intéressant, c'est un tableau qui est peint pratiquement à la même époque que François Ier. Là, vous ne le voyez pas, il est beaucoup plus petit que la représentation de François Ier. Les signes du pouvoir sont très différents et beaucoup moins nombreux.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a hébergé Martin Luther. Et donc, j'en profite à ce moment-là pour faire un petit détour sociologique, Max Weber, capitalisme, protestantisme, catholicisme. Et là, alors bien évidemment, je peux vous dire, j'ai pas besoin de dire grand-chose. Et les formés commencent, ah mais oui, c'est pour ça qu'ils sont comme ça, le Beruf. Alors, je commence un peu à parler de la logique calviniste, de ce qu'est bien travailler. Et là, automatiquement, les gens me disent, ah mais je commence à comprendre mon chef qui est en Allemagne, la gestion du temps, pourquoi c'est important de bien travailler, qu'est-ce que c'est que bien travailler. Et voilà, et je pousse pas, hein, donc je lance des pistes, on regarde, on échange, et puis les gens glissent. Alors, une deuxième petite catastrophe, c'est qu'à un moment, je dis, bah voilà, il y a un truc dont je n'ai pas du tout parlé, depuis qu'on est ensemble à 14h, et vous allez me dire quoi? Alors là, stupéfaction, mais de quoi il n'a pas parlé, celui-là? Et en fait, j'ai fait exprès de ne jamais prononcer le nom d'une femme. Donc, je les emmène vers la question du genre. Alors, il y avait à peu près 35% de femmes hein, sur les 270 managers. Il n'y en a que 2 qui ont vu qu'on ne parlait pas d'elles. Donc j'y vais, comme je suis un peu spécialiste de cette question, intériorisation de la discrimination. Je suis une femme, je ne vois même pas que je suis effacée, absente, jamais évoquée. Et je les mets, alors c'est pratique là aussi, il est juste à côté, on se retourne dans la salle, je les mets devant ce tableau et je leur dis, bah, à votre avis, cette femme, ils ne savent rien, hein, je cache à chaque fois la petite étiquette qui est sous le tableau par mon corps. Et je leur dis, ben alors, cette femme, vous en pensez quoi? Alors, vous l'avez vu subjectivement, ce qui est très marrant, c'est de pouvoir discuter. Certaines femmes, ils voient une femme belle, bien habillée, nanana. Puis il y en a d'autres qui disent, oh, surtout des hommes, elle est un peu repliée, elle est un peu triste. Et puis je leur dis que c'est la 4e femme d'Henri VIII et que c'est une des rares qui ne s'est pas fait trancher la tête et qu'effectivement, elle a été reine pendant 9 mois et qu'après, elle a vécu dans un coin. Et on discute de cet écart de représentation qui est assez genré d'ailleurs. Les femmes ayant tendance à la trouver belle, jolie, hein, et les hommes voient ce qui est effectivement représenté, une femme en retrait, une femme qui a perdu son pouvoir. Puis on finit en beauté. Je ne serai pas plus long. Je les emmène dans la grande salle de Rubens, où on a cette espèce de BD, pardonnez-moi ce parallèle, où on a Marie de Médicis qui, à coup de 22 tableaux gigantesques, hein, pour ceux qui sont allés au Louvre, c'est une salle immense, ces tableaux font des 5, 7, 8 mètres de long sur 4, 5 mètres de haut, il y en a 22, donc c'est immense. Et il y a toute une reconstruction, parce que c'est évidemment une reconstruction allégorique, d'une reine qui quand même est régente, va faire 2 fois la guerre à son fils, mais qui ne montre que son couronnement, la joie, le lien avec son fils. Donc, et du coup, on commence à parler avec les hommes et les femmes qui sont en formation de pourquoi a-t-elle eu besoin de se représenter comme ça, quel est le message qu'elle veut faire passer, et puis on discute de la loi salique. Il y avait par exemple à un moment dans un groupe un des managers qui était d'origine anglaise et qui dit « Ah mais j'ai tout compris, chez nous on n'a pas la loi salique, on a eu la reine Elisabeth Ier, la reine Victoria et Margaret Thatcher, donc nous les femmes au pouvoir on a l'habitude, chez vous c'est pas possible, elles le sont par intérim ». Et là, ça parle. Hein. J'ai des managers femmes qui me disent « Ah bah oui, moi j'ai pris mon poste en CDD en remplaçant un homme qui était malade et je me suis toujours sentie régente. » Et elle n'avait jamais mis ce mot, en fait, sur son ressenti. Et ça sort. Voilà. Et donc, après, on quitte le Louvre. Je passe encore parce que c'est très compliqué. On retourne dans la salle et à ce moment-là, on se lance dans un débriefing où je leur demande qu'est-ce qu'ils ont ressenti et de faire des liens, en fait, entre leurs pratiques et ce qu'on a pu dire sur un passé lointain, ils ne sont pas des rois, pas des dirigeants, et pourtant on essaye de broder un certain nombre de liens. Alors pour terminer par rapport à ça, finalement quels étaient les objectifs, hein, je vais faire un tout petit mini-évaluation. Premièrement, le but était très clairement, c'est ce que j'ai proposé aux clients, d'aborder l'aspect tabou du pouvoir dans le management. C'est un sujet que les entreprises n'ont pas l'habitude d'aborder. Et donc, l'objectif, c'était bien de pouvoir parler de ça. Qu'est-ce que je fais de mon pouvoir, de mon autorité, de ma légitimité? C'est quoi? Ça se joue comment? Est-ce que je suis à l'aise avec? Voilà, c'est ça hein, qui sort beaucoup au débriefing. Alors du coup, les objectifs sous-jacents, et j'aurais presque terminé, c'est bien évidemment de voir qu'il y a des effets d'invariants, qu'il y a des effets de culture qui sont très importants, qu'il y a de la symbolique, qu'il y a de la mise en scène hein, de soi dans le management, et puis que bien évidemment, il y a des effets de genre. Alors, c'est
il n'y a pas eu d'évaluation, c'était la seule formation que le client, avec les autres détours pédagogiques, n'a pas souhaité faire évaluer par les formés à chaud ou à froid. Donc ça, c'est intéressant. Alors du coup, malheureusement, nous, il a fallu qu'on fasse un petit travail de recherche et qu'on essaye, lorsque tout le cycle de formation a été terminé, d'avoir un peu un retour. Alors, ce qui a été très compliqué, on a pris 63 participants des 4-5 derniers groupes pour pas que les gens soient dans un souvenir très ancien, puisque ça s'est étalé sur plus de 3 ans. Malheureusement, de ces 63 personnes, il y avait plus que 41 qui étaient encore dans l'entreprise, une entreprise qui a eu ensuite énormément de problèmes économiques. Et du coup, on n'a eu qu'une quinzaine de répondants. Mais on a pu effectivement leur demander est-ce que c'était utile, est-ce que c'était différent, est-ce que ça vous a apporté des choses et concrètement quoi dans votre pratique, dans votre posture, dans vos comportements. Donc voilà, je ne vais pas vous donner les éléments de réponse, mais on a vraiment essayé de regarder ça avec eux, puis je pense qu'on en reparlera. Voilà, donc ce petit moment que je souhaitais partager avec vous sur cette expérience de formateur toute simple que j'ai pu vivre dans cette entreprise-là qui a accepté de prendre un peu le défi de monter une telle formation un peu atypique, on va dire. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une deuxième illustration qui est aussi toujours dans ce courant, utiliser l'art pour comprendre, où les gens ne sont pas invités à une pratique artistique, mais sont invités par un détour artistique, à réfléchir à leur pratique managériale. Alors, je vais en 1 minute vous introduire ce que vous n'allez pas tarder à voir. C'est une autre expérience que j'ai la joie de commencer à monter avec MLT, le cœur MLT. Alors, je vous redonne quelques éléments très simples pour que vous compreniez ce que vous allez voir et aussi entendre. Alors, tout simplement, c'est une formation qu'on a fait quelques fois qui dure 2 heures. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très court. On pourra reparler justement de ces questions de format. Et le thème qui n'est pas annoncé aux gens, que j'annonce petit à petit, est, parce que c'est eux qui le découvrent en fait, c'est la compétence collective et la performance collective. Voilà. Donc ça, c'est le thème. Et donc les gens d'entreprise avec qui on l'a déjà fait ne savent pas du tout ce qui va se passer. C'est souvent le soir, après une journée de formation, rentrent dans une salle où ils sont bien assis, c'est agréable, ils voient un piano, et puis voilà. Là, on en a un magnifique, donc c'est parfait. Et ils assistent sans aucune présentation de ma part, ça prend 30 secondes et on se lance, à 3 tableaux chantés. Alors, vous allez en voir un des 3, je vous raconte en 2 secondes les 2 premiers. Le premier tableau, c'est un tableau où des chanteurs arrivent les uns après les autres et ils chantent des choses extrêmement différentes. Du classique, du pas classique, sur une tonalité, avec une façon d'être en scène très différente. Puis ensuite, ils se retrouvent à 4, puis ensuite, ils se retrouvent à 8. Ça dure 7 minutes. Et tout l'objectif, c'est de montrer qu'ils sont tous experts de ce qu'ils font, mais qu'ils sont tous extrêmement différents et qu'ils ont des expertises extrêmement différentes. Et plus ils chantent de façon, alors A1, A4, A8, plus ça ne marche pas. Et on fait en sorte que ça ne marche pas. Ça part dans tous les sens, il n'y a pas d'écoute, il y en a un qui veut absolument montrer qu'il a la voix la plus aiguë du monde. Voilà. Bon. Ensuite, on s'arrête et je demande aux formés, on le fera ensemble, qu'est-ce qui s'est passé. Et on discute, une dizaine de minutes. Ensuite, deuxième tableau, les chanteurs, ils sont 8-9, rentrent tous d'un coup. Et là, ils interprètent une œuvre dans une posture qui apparaît très vite pour les formés comme une posture de répétition, avec une chef de chœur très très centrée sur la technique, qui répond à son portable, qui s'absente, qui revient. Du coup, un son extrêmement homogène, un vrai tunnel de son, quelque chose de très fermé. Et là encore, on s'arrête au bout de 7-8 minutes et je demande aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Et puis donc, troisième tableau. Alors on vous le fait exactement comme en formation.
Merci, Marie-Laure va nous rejoindre, merci à toutes et à tous. Alors, comme dit une des chanteuses du chœur, vous voyez, c'est des formations, c'est du lourd, quoi. Hein, ça envoie, comme elle dit tout le temps. Je peux avoir aussi le son sur celui-là, s'il vous plaît? Oui, ça y est, merci. Tiens, Marie-Laure, je te donne celui-là. Alors, juste une petite chose, hein, bien évidemment, comme vous n'avez pas vu les tableaux précédents, vous ne voyez pas toutes les différences. Marie-Laure a une gestuelle beaucoup plus importante, les chanteurs la regardent, alors que dans les tableaux suivants, ils ne la regardent pas. Il y en a qui faisaient un peu les zouaves, alors là, ils sont super sages parce qu'on est en position de concert. La tenue, ils prennent effectivement, la présentation des partitions change. Enfin, il y a toute une mise en scène, hein, de ce qui se passe sur ces trois tableaux pour que des personnes qui connaissent la musique ou pas, hein, ça nous est arrivé que des gens nous disent bah, moi j'ai pas du tout ce genre de musique, pas du tout de musique du tout, et pourtant les gens voient bien, hein, ce qui se passe. Bien évidemment, on les met de telle manière aussi qu'ils puissent beaucoup mieux voir Marie-Laure diriger que vous ne l'avez vu. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui se passent, qui font que les gens qui les formés assistent voilà, de façon suffisamment précise aux différences des trois tableaux. Bon, le principe est simple, c'est les trois mabels de la compétence collective, hein, la dimension expertise, les complémentarité de compétences. Deuxième tableau, c'est le socle de compétences. On sait tous faire quelque chose ensemble. Et ensuite, en fait, on fait rentrer assez tard Marie-Laure dans la formation pour montrer quelle est l'importance de la vision que Marie-Laure va apporter. Et le deuxième tableau, elle est très dans la technique, les notes, voilà. Et dans le deuxième, elle est beaucoup plus dans l'intention. Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Où on va? Comment je perçois cette partition? Donc là, on change complètement de registre managérial, entre guillemets. On passe d'un registre très technique à un registre qui est beaucoup plus sur la sensation, l'intention, la vision, donc des choses qui effectivement sont très importantes, comme vous le savez. Alors après, ce qui se passe, on va presque vous le faire en encore 10 minutes, puis après, ça sera à vous. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Marie-Laure se présente rapidement, et puis, donc Marie-Laure Tessèdre, chef de chœur MLT, mais elle vous parlera d'elle après, bien évidemment. Et puis, on prend des questions dans la salle et je lance quelques sujets pour tout simplement mettre en route un débat qui dure 3/4 d'heure, 1 heure, entre 12-15 personnes qui assistent à cette formation et dans le format qu'on fait actuellement, et puis les gens en formation.
questions. Alors, on va en faire quelques-uns. Je vais passer à ceux de la fin parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. Alors, du coup, première question, est-ce que le chœur MLT recrute et comment ça se passe le recrutement à MLT? D'abord, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, le recrutement, c'est un moment qui est important pour le chœur. Parce qu'en fait, c'est un moment de rencontre et de partage avec des chanteurs du chœur, quelques chanteurs du chœur qui viennent accueillir et mettre en confiance les nouveaux chanteurs qui viennent se présenter. Et puis, c'est aussi un jury assez varié. Parce que ce qu'on demande aux chanteurs, ce n'est pas uniquement de bien chanter, mais c'est aussi d'être capable de jouer le théâtre, de bouger sur une scène. Et toutes ces choses-là, on peut les déceler en les écoutant parler, plus qu'aussi en les écoutant chanter. Donc c'est important, il y a un professeur de théâtre ou un metteur en scène qui est là, une chanteuse professeure de chant également qui représente la partie chant, et puis donc des chanteurs et des membres du conseil d'administration qui sont là. Toutes ces personnes sont là évidemment dans de la bienveillance, je pense que ça c'est très très important. Et puis suite aux épreuves entre guillemets, à la présentation des chanteurs, à la façon dont ils parlent, dont ils se présentent, la façon dont ils chantent aussi, eh bien nous leur faisons un retour. On essaye d'être le plus simple et le plus intègre possible, en leur disant à la fois les qualités qu'on a pu entendre et percevoir chez cette personne, et aussi des choses peut-être à construire. Mais je pense que c'est important qu'il y ait un retour. Alors le chœur MLT, c'est 25 chanteurs et chanteuses. Le dernier recrutement, on a eu pratiquement autant de candidats. Et c'est plusieurs fois par an. Je donne trois petits éléments. Et donc ça veut dire qu'il y a des œuvres imposées, préparées à l'avance. Ils peuvent choisir des œuvres. On joue sur les registres de langue. Il y a une mise en situation. Je commence à faire un peu de traduction managériale. Il y a donc des mises en situation. Il y a de la simulation de situation. Et puis il y a souvent avec les managers des débats assez importants sur « Ah, mais vous prenez le temps de faire des retours à chacun pour tous ceux qui n'auront jamais de retour à leur candidature ». Bien oui, nous prenons le temps de répondre à tous les gens qui se présentent en leur faisant un mail circonstancié. C'est très long, ça prend beaucoup de temps pour notre administrateur de production qui était là, pour faire un retour où en fait, ils n'ont pas perdu leur temps. On leur fait un retour qui leur permette de continuer à avancer en compétences. C'est un retour personnel, c'est-à-dire qu'on fait une synthèse de tout ça et on met quelques mots qui nous paraissent clés de façon à pouvoir leur transmettre. Il y a une chose aussi qui est importante, j'y réfléchissais là quand on a parlé de tout ça avec Christophe, les chanteurs aussi, dans certaines occasions, nous faisons des pièces avec des chanteurs du chœur, tout simplement pour voir aussi comment les nouveaux pourraient s'intégrer dans ce chœur. C'est aussi une chose. Voilà, c'est dans le débat avec Marie-Laure, comme le thème c'est la compétence collective, on parle très vite du son. Qu'est-ce que c'est que le son d'un chœur? Alors là, vous en avez vu une dizaine, mais à 25, c'est encore autre chose. Ici, c'est pas possible, hein, vous seriez tous sourds. Ce qui est important, c'est que Marie-Laure fait un aller-retour permanent entre l'individualité qui se présente, ce qu'elle est, le répertoire qu'elle aime faire, ses compétences propres, et la façon dont ça va s'intégrer dans un pupitre, soprane, alto, les quatre pupitres. Et vous avez vu, il y a des hommes qui peuvent chanter dans un pupitre de femmes. Bon, et ensuite, il y a la combinatoire qui va se mettre en place dans la tête de Marie-Laure, qui est que la somme des parties n'est pas le tout. Et ça, elle l'explique très bien. Donc vous imaginez, c'est des débats très classiques en management et qui sortent tout seuls. Hein. Souvent, les managers disent « Oui, mais alors, finalement, mais comment vous savez que ça va marcher ?» Mais Marie-Laure a plein de choses à leur raconter là-dessus. Une autre question, on en fait 2-3, puis après on passe à vous. Comment ça s'organise une répétition? À quoi ça sert une répétition? Et qu'est-ce que ça fabrique et qu'est-ce qu'on peut fabriquer lors de répétitions? Le temps de la répétition, c'est le temps de la rencontre, c'est le temps de la rencontre des savoirs de chacun, puisque chacun travaille chez soi. Et c'est le moment où on expérimente, où on construit ensemble. Donc c'est un temps où les chanteurs sont capables de se tromper et ça nous permet de rebondir sur quelque chose, sur faire évoluer la phrase, faire évoluer la pensée musicale à partir de ce que j'ai moi-même pensé.
mais tout en écoutant ce qu'ils me donnent. C'est-à-dire que c'est un échange vraiment permanent entre moi, ce que j'aimerais entendre comme son, ce que j'ai pu travailler moi-même et les objectifs que je me suis fixés, mais j'attends d'abord un retour de ce qu'ils me proposent, de façon à aller, je vais vers eux et eux viennent vers moi. Et je pense que ça, c'est un temps extrêmement important où on est en train d'enraciner des réflexes de façon à pouvoir, au moment clé du concert, pouvoir donner le maximum et même transcender quelque chose qu'on aura construit petit à petit. Et en fait, les choses s'épanouissent et se développent au moment du concert. Mais c'est très important ce moment de la construction, et de la construction avec les individus. Alors je parle un peu technique, soit superposés, parce que c'est ce qu'on appelle l'harmonie en musique, c'est-à-dire qu'on installe des sons, on les empile les uns sur les autres et on crée un équilibre. Donc ça, c'est des choses très importantes qu'on ne peut pas faire seul et que je peux faire qu'avec eux. Et puis on développe aussi la mélodie, et ça, ce sont des choses qu'on fait ensemble pour trouver de l'homogénéité entre eux. Mais ce temps est vraiment un temps extrêmement important, parce que après, j'ai même plus besoin d'être là. Enfin, si ce n'est que je peux influer quand même comment dire, du ressenti musical, hein, et de l'émotion musicale. Moi, je suis là pour fédérer quelque chose. Mais mon rôle est atteint une fois que les répétitions sont finies. Alors évidemment, Yves, qui n'avait pas assisté encore à cette formation, lui est déjà en train de broder. Les objectifs ne sont pas extérieurs aux personnes, intériorisation des objectifs. Alors c'est parti, je pense qu'il y en a déjà qui font ça dans leur tête. Bien sûr, les sujets... alors moi, j'interviens, je prends les questions, j'en rajoute pour faire du lien. Bon là, alors en plus, moi j'ai souvent la chance d'assister à ces répétitions. Ce qui est très saisissant, c'est de voir Marie-Laure à la fois être chef. Je peux vous dire que quand elle veut être dans l'autorité, elle sait très très bien faire, l'autorité bien classique, mais en même temps, il y a énormément d'échanges. Il y a une volonté de construction de la relation de confiance qui passe par les erreurs, l'essai-erreur, hein, c'est la répétition, on se trompe, on tâtonne, c'est autorisé, c'est possible. Alors ça, en entreprise, est-ce que c'est ce qu'on fait et est-ce que c'est ce que font les managers? J'en doute, en tout cas dans certaines circonstances. Et puis, il y a aussi tout un travail sur leur possibilité de donner leur opinion. Les chanteurs, moi c'est vrai, quand on a monté la formation, les chanteurs, moi j'ai parfois pas toujours encore bien l'habitude, je l'avoue. Ils se disent, non mais pourquoi tu fais ça? Puis pourquoi t'as pas fait ça? Et puis moi c'est marrant, je sens pas ça comme ça. Et ça y est, ça discute. Après, si vous êtes chef de chœur, vous êtes responsable de la formation, c'est vous qui à la fin trancherez. Mais en tout cas, il y a bien ce fait qu'on se nourrit mutuellement et que du coup, la relation n'est pas que comme ça, elle est aussi comme ça. Elle est aussi dans un véritable échange où chacun est légitime dans son rôle, mais où les rôles ne sont pas hiérarchisés. Alors, on va glisser à la dernière. Alors bien sûr, il y a quelque chose moi qui m'a toujours beaucoup interrogé en regardant des concerts. Vous savez que beaucoup d'artistes parlent de performance, le mot que les entreprises adorent, et certains sont des performeurs et certains font des performances. Enfin, voilà. Il y a tout un vocabulaire dans l'art vivant autour de cette notion de performance. Alors bien sûr, on peut se dire, quand on est dans un concert, Marie-Laure, qu'est-ce que ça veut dire faire un concert? Qu'est-ce que ça veut dire faire une performance musicale et chanter? Qu'est-ce que ça veut dire faire une performance en public? Faire une performance en public, c'est toujours difficile, mais c'est lié avant tout justement à ce qu'on a fait avant, en fait. Et c'est montrer quelque chose de plus. En fait, la performance, elle est là. C'est d'aller au-delà de tout ce qu'on a pu dire, parce que la parole, c'est bien, mais l'émotion qu'on peut dégager entre nous et par ce lien qu'il y a entre les chanteurs et avec moi, eh ben, je pense qu'elle est là, la performance. En fait, c'est arriver à trouver un élan commun et une énergie commune qui va faire que, eh ben, on va transcender tout ça et qu'on va aller au-delà de nos possibilités.
Alors, vous imaginez, hein, la dernière fois qu'on a fait ça, c'est dans un hôtel, c'est pour une fois pas trop tristounet. Et là, bien sûr, beaucoup de questions de la part des managers. Et ce qui est très intéressant, c'est que on arrive très souvent, ça vient pratiquement tout seul, c'est mais est-ce qu'on n'a pas dû faire savoir dans le fait de performer qu'est-ce qu'on sait mettre en avant de notre produit ou notre service, de notre compétence d'équipe. Est-ce que c'est pas ça, la performance pour un manager et son équipe? C'est la capacité à faire savoir ce qu'il y a de plus. Hein, comme vient de le dire Marie-Laure. Et là, alors vous lancez ça, et on va arrêter la simulation de formation. Ça brode, hein, c'est parti. Et là, on voit toute la puissance, bien évidemment, du détour, de la métaphore et de la construction du lien. Alors c'est vrai qu'on prépare avec Marie-Laure pour que moi, je puisse l'orienter sur un certain nombre d'éléments qui moi, sonnent dans ce que je sais du management. Et puis, bien sûr, après, on laisse aussi beaucoup aller les gens en formation qui nous invitent. Alors parfois ça part sur l'art, hein, mais bon voilà, c'est aussi beaucoup de remarques, on va certainement beaucoup échanger là-dessus, sur ce qu'ils ressentent hein, au moment où ils entendent ça. C'est beau, c'est de l'art. Là, la dernière formation, c'était des gens qui étaient là, qui venaient bien au-delà de la France pour 4 jours, qui ont de la formation toute la journée. Et comme ça, d'un seul coup, effectivement, ils ont entendu... on a fait un tout petit peu plus long parce qu'on n'a pas pu résister. Normalement, ça dure 8 minutes. Là, c'était 10 minutes 30, mais c'est 3 fois 7-8 minutes. Et bien évidemment, les gens vont aussi réagir là-dessus. Et ça aussi, c'est un levier très très fort sur lequel on va revenir. C'était pareil avec la peinture. C'est que d'un seul coup, l'émotion, l'esthétisme, la sensibilité surgissent. Alors elle doit être pour les animateurs bien évidemment surveillée et entourée et accompagnée avec bienveillance, mais elle arrive hein, très naturellement. Ça peut poser tout un tas de soucis. Il y a des gens pour qui c'est pas naturel, il y en a qui ont très envie de pouvoir parler de leur ressenti, il y en a qui vont pas nécessairement oser, qui vont oser après que d'autres aient osé. Enfin, il y a toute une dynamique qui se fait aussi sur l'expression de l'émotion, hein, qui est bien évidemment très important à mon avis et qui est un des grands plus de ce que peut apporter l'art dans une formation management, c'est que la corporéité, l'émotion, la sensibilité, la personnalité sont en fait très très facilement incorporées au contenu cognitif classique de la formation, puisqu'à la fin, alors je ne le fais pas toujours, j'amène parfois des éléments de synthèse. Bon, alors c'était la compétence collective, il y a 3 dimensions, vous voyez, je refais un peu de formation management, mais il peut arriver que j'en ai pas besoin. Pas de paperboard, pas de stylo. Les gens, de toute façon, on sort du débat, ils ont tout compris. Et puis souvent, on mange avec eux. Après, on dîne avec eux avant de retourner dans nos pénates. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils peuvent discuter avec Marie-Laure, mais aussi avec des chanteurs. Et là, il y a la rencontre des mondes, hein, parce que certains de nos chanteurs sont des professionnels, ils sont quasiment tous des professionnels ou des étudiants en fin d'études supérieures de chant. Et donc, souvent, ont très, très... Enfin, le monde de l'entreprise classique n'est pas leur. Là, il y a des échanges informels. Et l'informel, c'est aussi un élément très important dans les répétitions. Tu en parles souvent. Et là, il y a un échange informel qui est sous le contrôle du formateur, mais où je sais qu'il se passe plein de choses, que les gens nous le disent après. « Oh, c'était passionnant de dîner, vous avez bien fait de rester. » Et on a parlé de trouver de l'emploi, c'est quoi une carrière de chanteur, mais comment ça marche l'intermittence. Ils posent des questions sur le cœur, ce ne sont pas des salariés, ils chantent ailleurs. Donc comment on fait pour s'investir dans un endroit alors qu'on s'investit dans tout un tas d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'on vient là et qu'on va pas ailleurs? Enfin, alors vous imaginez, souvent on dit il faut qu'on s'en aille, quoi, parce que ils veulent qu'on reste et les soirées peuvent être très longues. Voilà, je m'arrête là. Vous avez probablement tout un tas de choses à dire, des remarques, des questions, des suggestions, des critiques. Donc la parole est à vous, des micros vont vous être tendus et puis on va pouvoir échanger ensemble. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Je trouve que c'est très intéressant. Après, je me demande, comme c'est une expérience assez ponctuelle, vous faites une intervention, une formation assez courte, c'est un moment instructif mais aussi assez divertissant. Est-ce que vous avez des échos sur les retentissements que ça a dans l'entreprise, je veux dire quelques mois après? Est-ce que du coup ils vont plus accrocher à ce côté artistique de la formation? Est-ce qu'ils vont prolonger ça? Comment ça se traduit par la suite?
Alors, par rapport à ça, effectivement, Yves a cité 2 des 4 postures repérées par la littérature sur le courant Art and Management. Dans le courant des Critical Management Education, il y a depuis une dizaine d'années une littérature scientifique qui essaye de regarder précisément et d'évaluer en particulier l'impact de l'art dans transformation des comportements, transformation de la posture. Voilà, vous imaginez le genre de questions. Donc ça déjà, il y a une réflexion là-dessus, mais peut-être que Yves pourra vous en dire plus que je peux vous en dire. Donc par exemple pour l'expérience au Louvre dans cette grande entreprise pharmaceutique, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu, je le fais très vite, c'est différent. La façon dont on a été convoqué en tant qu'individu apprenant dans ce temps de formation au Louvre, c'est pas le même. Les gens ressentent une différence. Deuxièmement, moi, je ne veux pas de la position entertainment, c'est fun, c'est sympa. On n'est pas dans, c'est pas, je leur dis, hein, on est en formation. Je commence toujours comme ça. Donc le cœur arrive, mais je dis en formation, on est en formation, je suis formateur. Donc je sais bien qu'il va y avoir du plaisir, heureusement, c'est pour ça, mais on est en formation. Donc il y a des gens, là il y avait récemment la responsable de formation qui était dans la salle, il y a un dirigeant qui peut venir, enfin voilà, on est en formation. Donc je pense qu'il ne faut pas glisser, c'est un vrai risque, hein, c'est un des risques de ce courant Art and Management, c'est d'aller vers du fun, où les gens ne sont pas dans un temps de formation qui leur est utile. Alors c'est aussi l'animation qui va faire que c'est faire une synthèse, c'est tout le temps reboucler, vérifier que la métaphore fonctionne et que les individus retournent à leur expérience personnelle. Bon, ça, c'est mon rôle souvent, de pouvoir faire ces bouclages. Alors des fois, on laisse partir, c'est nécessaire, c'est un détour pédagogique, il y a des chemins, et c'est cheminer qui est important, mais il y a un moment, il faut que je les ramène à, oui, d'accord, on ne va pas passer 1 heure sur de la technique musicale, maintenant, on est là en formation. Donc ça, c'est important. Non, simplement pour dire que on est tous confrontés, puis il y a des tonnes de littérature sur l'impact de la formation au management. Soyons modestes, après, je sais pas, 30 ans d'expérience collective de beaucoup de pays, etc., on n'en sait rien, on ne sait pas faire, très bien. Donc il faut en faire, il faut bien sûr évaluer, il faut quand même être sensible à des impacts, mais on ne sait pas très bien le faire. Et par conséquent, je dirais a priori, on ne va pas être plus exigeant dans la formation utilisant l'art qu'on ne l'est sur les formations plus classiques. On peut faire peut-être aussi bien, mais on ne va pas être forcément plus exigeant. Surtout qu'on est quand même dans un domaine relativement nouveau. Donc malheureusement, on ne peut pas répondre de manière totalement satisfaisante à votre question. J'ai peut-être pas été très concret, des exemples de ce que les gens ont dit dans l'évaluation. Ça améliore ma compréhension des jeux de pouvoir au travail au quotidien. J'ai compris qu'il faut que je manage mon manager. Je sais maintenant que on peut pas avoir du pouvoir seul, il faut construire des stratégies d'alliance. Alors en plus ça faisait totalement écho avec une formation sur les fameuses stratégies d'alliance, le truc classique. J'ai compris qu'une partie de mon autorité dépendait de l'image que les autres avaient de ma propre autorité. Il y a beaucoup de gens, grâce à la formation sur le Louvre, sont rentrés sur la question de la mise en scène de soi. J'ai eu des remarques, alors encore un exemple et je m'arrête. Ça peut paraître trivial, mais je pense pour la personne, ça ne l'était pas du tout. C'est une jeune femme, elle a fait net dans le Louvre, on partait, elle dit « Attendez, j'ai un truc à vous dire ». Bon, on s'arrête. Il y avait un peu le bazar en sortant, que c'était parfait. Il dit « Ah, j'ai compris pourquoi mon chef, il m'a dit qu'il ne fallait pas que je mette des sandales. » D'accord. Alors, moi, je la demande, je lui dis « Je vous en prie, développez. » Ça me semble intéressant. Et en fait, elle nous raconte, elle nous dit, bah voilà, moi je manage une équipe dans laquelle j'étais une collaboratrice. Donc le bon vieux problème de l'animateur d'équipe qui monte, enfin je vous fais pas toute la théorie qu'il y a derrière. Et elle nous raconte de quelle était sa manager dans l'entreprise d'avant. La première fois, elle a commencé à manager. C'était une femme dans une culture où elle était très libre.
Et là, elle a un manager dans assez franco-français, avec une bonne couche de culture allemande par-dessus, qui lui dit, maintenant que vous êtes la chef des gens qui étaient vos collègues avant, vous pouvez plus vous permettre de venir en tongs même s'il fait très chaud. Et elle nous raconte les remarques de recadrage sur sa présentation physique, ses cheveux. Et elle a un manager qui va lui dire, attention, vous ne serez pas crédible. Et on a pu d'ailleurs s'en servir après quand on est retourné dans la salle sur la crédibilité qui passe, mais par, quand on est un chœur, le fait qu'on doit être en concert, on n'est pas n'importe comment. Bon, nous, on a des règles très précises, il y a un jeu de couleurs, mais après, on n'a pas d'uniforme, parce qu'on ne souhaite pas uniformiser la représentation du chœur. Voilà. Tout ça, on l'a réfléchi. Un manager, il faut qu'il réfléchisse ça. D'autres questions? Pardon? Monsieur, là-bas. Ah. Merci. J'avais deux questions. La première, c'est sur l'employeur. Quand on fait appel à vos services, est-ce que c'est dans un cadre bien particulier, dans le cadre d'une restructuration, parce qu'il y a un projet qui est lancé, qu'il faut constituer un esprit d'équipe? Bon, c'est pourquoi et dans quel cadre on fait appel à vous. La deuxième question, elle est plus sur le contenu de ce que vous avez montré, sauf si j'ai pas tout compris. Il me semble qu'il y a pas d'éléments sur la capacité de création, le développement des capacités de création, d'initiative de la part des gens qui sont en formation. Alors, j'avoue ne pas avoir encore une immense expérience de tout ça. Donc, j'ai pas des dizaines et des dizaines et des dizaines de situations dans lesquelles j'étais appelé pour monter tout ça. En tout cas, vous posez, je pense, j'espère que je réponds à votre question un tout petit peu en généralité. Je pense que pour pouvoir, entre guillemets, vendre ce genre de prestations, il faut préalablement avoir déjà construit quelque chose avec cette entreprise-là. Il me semble, dans mon expérience aujourd'hui, moi je l'ai toujours placé parce que j'avais placé autre chose avant. Et que dans la discussion ça arrive, que les gens savent que c'est des choses que je fais, j'en parle assez peu, mais j'en parle un peu, c'est visible, et puis à un moment l'idée fait son chemin. Je pense que ça nécessite une prise de risque encore très souvent de la part de l'entreprise, et que de toute façon il faut une certaine maturité organisationnelle pour aller vers ce genre de formation. Il y a des clients, je ne leur en parlerai jamais, et s'ils me le proposent, je pense que j'essaierai de leur démontrer qu'il ne faut pas. Voilà. Deuxième chose sur la création. Alors effectivement, c'est un parti pris personnel et c'est un parti pris qu'on a partagé avec Marie-Laure quand on a monté cette formation-là spécifiquement. C'était le cas pour le Louvre. Moi, je ne souhaite pas aller vers des formations qui seraient de l'impro théâtrale où on demande... Il y a un chef d'orchestre lyonnais qui est très connu pour ça, qui fait prendre la baguette ou des instruments de percussion aux gens. Alors, deux raisons très simples, hein. Un, je ne suis pas moi-même musicien professionnel, plasticien professionnel, poète, voilà. Donc déjà, je suis prof de management. Deuxième chose, je pense qu'en ce moment, compte tenu de l'état de l'émotion, avec un E majuscule dans l'entreprise, il est extrêmement délicat, en formation intra-entreprise, hein, de proposer à des gens qui sont en relation professionnelle entre eux, parfois malheureusement hiérarchique, ça normalement ça ne devrait pas arriver dans un groupe, de se voir mis en danger avec leur émotion. Alors quand c'est des gens d'entreprises différentes qui vont dans une association spécialisée, parfait. Quand c'est dans le cadre d'un cursus de formation, là la dernière expérience c'est un cadre de cursus université interne internationale d'un grand groupe, et que ces gens-là sont à des niveaux de responsabilité élevés, et qu'ils se connaissent, ils sont amenés à travailler ensemble, moi je préfère un détour où ils peuvent se livrer dans leur émotion par rapport à ce qu'ils ont entendu. Ils peuvent ne pas le faire. Je ne vais pas les chercher s'ils ne souhaitent pas le faire. Et j'évite des catastrophes, surtout en ce moment. Il y a un effet de conjoncture. Oui, juste pour ajouter juste une seconde, ça dépend aussi de la place du détour artistique dans la formation d'ensemble. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans certaines expériences américaines et sur lequel on peut se demander si c'est toujours transposable en France, est-ce que ça peut remplacer au fond les formes traditionnelles de formation, ou est-ce que c'est un ajout, un complément qui s'articule avec d'autres formes de formation, je dirais, plus classiques?
Et donc là, vous voyez que selon qu'on répond aussi, l'attitude de l'entreprise peut ne pas être la même selon qu'il s'agit d'un détour, mais qui fait partie d'un parcours plus global, classique, dans lequel elle se retrouve habituellement, ou bien si on prétend, mais je crois que c'est pas c'est ce qui se pratique tellement aujourd'hui en France, de remplacer les formations traditionnelles au management par d'autres. Oui, je voulais juste faire une remarque, c'est que ce qui m'a paru particulièrement clé dans depuis le début de cette conférence, c'est on a eu tout un moment où on a montré comment est-ce que le manager pouvait utiliser l'art, c'est-à-dire ces modes de représentation ou sa pratique pour accompagner la formation. Et puis il y a eu un moment vraiment clé, c'est au moment où vous avez pu montrer, identifier les compétences managériales chez l'artiste. Et ça, c'est ce qui me paraît le plus fort, et c'est ce qui me paraît vraiment la chose à creuser quand vous avez donc pointé le travail de Madame Marie-Laure en répétition, la façon dont elle gérait le pouvoir, la façon etc. Et je pense que du côté de l'artiste, il y a encore d'autres et de grandes et de nombreuses compétences managériales à identifier et à creuser. S'il est vrai qu'il y a s'il y a un parallèle à faire, il y a certainement aussi des artistes du management, mais il y a aussi chez les artistes des managers en puissance, des gens qui ont développé individuellement et collectivement des compétences managériales extrêmement fortes, extrêmement importantes. Non, mais effectivement, pour moi, c'est gérer une troupe, et cette troupe, on la forme ensemble. Donc, c'est vraiment un travail qu'on fait sur du long terme, avec effectivement un manager qui est là, mais avec des gens qu'on écoute et qu'on forme petit à petit. Et cet esprit de troupe, en fait, est pour moi quelque chose d'important, parce que je pense que le management est lié beaucoup à ça. Voilà. J'en rajouterai pas plus. Oui, juste deux prolongements à votre question, qui sont frappants si on fait le parallèle avec le monde du management. Premièrement, Marie-Laure ou d'autres personnes qui exercent elle a appris à faire ça. Bon, je ne suis pas sûr que tous les managers, concrètement, en poste aujourd'hui, aient appris à être manager. Elle a appris, elle a une formation spéciale. Marie-Laure n'est pas la meilleure chanteuse. Je me permets de dire, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chanteuse, mais elle est chef de chœur et elle a appris à l'être. Donc faites la transposition vous-même avec le monde. Ce n'est pas le meilleur des ouvriers, c'est quelqu'un qui a appris à faire, premièrement. Et deuxièmement, il y a un autre domaine qui est toujours un peu masqué en entreprise et qui la crève les yeux quand on entend le chœur ou d'autres expériences artistiques, c'est le problème de la légitimité du chef. Marie-Laure est légitime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion, et je crois que c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'échanges. Je pense que les membres du chœur discutent, comme tu le disais. Bon. Mais ça n'est pas du tout la remise en cause d'une légitimité artistique, technique, tout ce qu'on voudra, etc. Enfin, Marie-Laure en parlera mieux. Bon, voilà. Alors là, quand on voit, faisons le parallèle avec l'entreprise, des managers qui ont appris leur métier de manager, des managers qui sont légitimes. Bon, là, on a quand même déjà pas mal résolu beaucoup de problèmes qu'on voit tous les jours. Alors bien sûr, je pense que vous n'avez qu'un tout petit aperçu de tout ce qui peut se débattre. On parle aussi, bien sûr, j'ai éludé la question la plus costaud, qui est qu'est-ce que c'est que diriger un chœur ? Parce que là, vous l'avez vu, mais il y a des choses très très clés autour du paraverbal, faire passer des messages sans utiliser la voix, ce qui est quand même le comble pour un chef de chœur, joli paradoxe. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, mais je vais te laisser en parler, c'est quand tu travailles avec le chœur, la façon dont tu fais toujours, je m'adresse à un, je m'adresse à tous, je m'adresse à tous, je m'adresse à un. Explique-nous ça. C'est vrai que d'abord diriger, effectivement, ça demande énormément de compétences, une vision globale de tout ce qu'on entend, de la partition en l'occurrence, et d'aller dans les détails, donc d'aller voir les gens. Donc on va à la fois vers l'individu
et on va aussi dans le collectif. Donc, c'est-à-dire que quand je travaille, j'ai soit des remarques qui se font d'un point de vue collégial, mais avec des directions vers certaines personnes, plus ou moins. Et puis, il y a aussi des interventions qui sont directes auprès de telle ou telle personne. Voilà, je me permets, avec bienveillance, parce que c'est vrai que nous, dans notre métier, si on veut avoir vraiment une émotion musicale et que chacun puisse se transcender, on a besoin de confiance, on a besoin de bienveillance. Et cette bienveillance, c'est avant tout faire confiance aux gens que vous avez en face de vous. C'est-à-dire qu'ils ont une connaissance, ils ont un savoir, et ce savoir, il faut le respecter. Par contre, moi, j'ai moi-même mon savoir, et avec ces deux savoirs, on essaye d'aller encore plus loin. C'est vrai que moi, je les guide par rapport à tout ça, mais j'essaye toujours d'être dans le respect. Donc c'est vrai que le travail de direction, c'est à la fois un travail global, mais c'est aussi un travail très dirigé, et on s'adresse aux gens, on s'adresse aux personnes. Alors, bien sûr, par rapport à ce que vous dites, désolé, il y a la question du passeur-traducteur. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de faire, alors je pense que je suis loin d'avoir abouti, enfin, c'est des choses qu'on n'aboutit jamais, c'est que par un travail, soit avec la conservatrice au Louvre, soit avec Marie-Laure, c'est un travail régulier où moi j'observe, ça me fait des liens, je vérifie s'il y a des liens, et j'essaye d'avoir un rôle de passeur-traducteur, parce qu'effectivement, Marie-Laure, le monde du management, c'est pas le sien, et pourtant, oui, vous avez raison, elle a des compétences managériales. En fait, elle en a plein, mais elles ne sont pas nommées. Donc moi, j'essaye de les nommer, voir si, quand je les nomme, si ça lui parle encore, ou si j'ai pas complètement dévié le discours. Et petit à petit, c'est de construire ces liens pour que ces deux mondes, qui font des choses très similaires, se comprennent, parlent le même langage, puissent comparer leurs pratiques. Et puis ensuite, bien sûr, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on en prend. Par exemple, hein, mais alors, le débat serait immense, c'est la question de la partition. Des managers peuvent dire « j'ai pas de partition ». Alors là, on brode. Hein. Je dis mais oui, mais Marie-Laure, elle a une partition, sauf qu'il n'y a pas un chef qui font la même musique avec une même partition. Donc, est-ce que c'est pas ça, le rôle du manager? Puis après, on peut en venir à une évocation parfois douloureuse. Des managers disent « ah oui, mais je sais ce que c'est la partition. Ça y est, j'ai trouvé. C'est la stratégie. Et en ce moment, on n'en a pas. » Et là, on va sur donner du sens, la stratégie, les dirigeants, pourquoi ils en ont pas. Enfin, alors vous me voyez venir avec mes gros sabots. Là, ça y va. C'est ça qui est pratique, c'est que on dit deux phrases, on appuie juste un petit peu dessus et oui, il y a aussi, je peux me permettre une remarque, il y a aussi la question de la définition d'objectifs et la question des valeurs. Comment est-ce qu'on, enfin, l'artiste est très très bon pour mettre en concordance son action avec des valeurs. Et puis au-delà de ça, il y a un aspect individuel chez l'artiste qui est une forme d'engagement que rarement on trouve en entreprise, ou peut-être trop rarement, peut-être. La notion de la prise de risque individuelle, la notion de la performance individuelle, de l'exigence personnelle, etc., etc. Mais ça, c'est au manager de la susciter, cette exigence et ce dépassement de soi-même. Hein. C'est notre travail aussi. C'est-à-dire que nous, on a une idée. Je pense que là aussi, c'est très important de proposer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour simplement écouter et attendre. Il faut aussi effectivement diriger et donner des orientations et être force de proposition de façon ensuite à ce que la personne qui est en face de vous, le chanteur qui est en face de vous, ait vraiment envie d'aller dans votre sens. C'est pas gagné du premier coup. C'est même à chaque fois à reconstruire. Oui, pardon. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un effet de mode ou d'un phénomène vraiment qui se retrouve un petit peu de partout, mais on voit beaucoup de formations naître droite à gauche avec de l'art, mais pas seulement. Il y a aussi des formations qui vont utiliser d'autres outils, d'autres approches, qui vont se faire rencontrer des métiers qui n'ont à la base rien à voir, mais pour faire justement des nouveaux liens métiers.
On voit tout. Moi, j'ai un ami qui, il n'y a pas longtemps, a participé à une formation sur le pilotage d'hélicoptère et qui a trouvé des liens métiers avec son propre job qui est dans l'informatique, donc il n'y a rien à voir. Il y a des tas de choses comme ça. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était votre avis, en fait. Pourquoi vous pensez que l'art aurait plus de chance, on va dire, d'être performant ou en tout cas efficace en entreprise par rapport à d'autres activités qui seraient ludiques ou qui seraient complètement différentes de l'art, en fait? Oui, question difficile. Bon, ludique, je crois que le ludique est absent des exemples qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a dans un certain nombre d'expériences que vous avez en tête, qu'on connaît aussi, l'idée un peu de mettre en valeur, quoi. C'est quand même super pour un manager de se prendre pour un amiral ou un pilote, etc. Donc il y a le côté de la valorisation personnelle pour dire, vous voyez, vous êtes des chefs, vous êtes super, c'est comparable avec l'officier qui dirige ses troupes et tout. C'est pas, effectivement, si on est dans le registre de la formation par l'art, c'est pas du tout ce levier-là qui est sur lequel on joue. Ça ne veut pas dire que ça exclurait d'autres formations, mais c'est pas du tout ce... Et puis d'autre part, alors il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important, et qui est peut-être déterminant dans les détours par l'art, c'est le côté émotionnel. C'est le fait qu'on reconstruit en face dans les personnes qui peuvent suivre ce genre de formation, une dimension émotionnelle qu'à peu près tout dans leur formation, dans leur métier et dans leur poste, a pour but d'exclure. Et je ne suis pas sûr que cette dimension émotionnelle, voire esthétique, avec tout ce que ça implique, soit présente, y compris dans les autres modes de formation que vous évoquez. Vous voyez, c'est les deux différences que je verrais. Ça ne veut pas dire que on ne pense pas que forcément le détour par l'art soit l'alpha et l'oméga général et que ça exclurait d'autres formes, mais pour moi, c'est bien deux éléments spécifiques des formations par l'art qui ne sont pas tout à fait identiques que... faire un stage à Montlhéry pour piloter une Ferrari ou faire du saut en élastique, etc., comme ça a déjà été fait par ailleurs. Là, on travaille avec de la matière humaine, en fait, et je pense que c'est la grande différence, parce qu'on est tout le temps dans l'échange et qu'il faut toujours pouvoir réagir. Donc, alors qu'une machine... bien sûr, peut-être c'est le plaisir, mais en tout cas, l'art, c'est vraiment le contact et l'échange avant tout. Je pense que, alors bien évidemment, c'est le courant Art and Management et les expériences qu'on vient de vous citer et d'autres que Yves n'a pas citées, qui sont celles qui reviennent tout le temps dans la littérature, parce qu'il y a quand même quelques situations chez Lego. On voit toujours les mêmes exemples où on a un détail très précis de ce qui se passe avec l'art. Juste pour dire que je pense que ça n'a pas prétention à tout remplacer et qu'il faut être dans la pensée du « et ». C'est ça et autre chose. Et que c'est le travail, alors ça c'est encore largement à construire, du lien entre une formation, un détour pédagogique utilisant l'art et autre chose, peut-être plus classique, et il y en a des formes pédagogiques actives, laquelle, enfin bon, voilà, vaste sujet, et comment ça s'articule. Je pense que ce qui est encore très difficile, c'est que les clients achètent encore quelque chose d'un peu à part. Et qu'il y a, alors ça c'est comme les problématiques d'innovation d'entreprise, et que comme c'est un truc un peu à part, c'est que c'est un peu potentiellement dangereux dans la tête au moins inconsciente de certains, donc on va le laisser bien à part. Vous savez, c'est comme ces boîtes qui mettent leurs chercheurs à part, parce qu'il faut vraiment qu'ils trouvent quelque chose, mais s'ils pouvaient pas polluer tous ceux qui doivent... vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a déjà cette question qui est importante, et puis moi je crois que dans certains des exemples que vous donnez, il ne faut pas tomber dans le piège de la valorisation des héros. Il y a dans les formations au leadership, alors on a bien connu les sauts à l'élastique et marcher sur la braise, l'outdoor des années 80, il faut faire très attention parce que ça n'a pour objectif que de dire vous êtes des héros. Alors déjà c'est bourré de valeurs extrêmement viriles, donc il y a des problématiques genrées dans ces formations sont très fortes. C'est une représentation du leadership très particulière, à tendance héroïque, surpuissante. Alors autant dire tout sauf ce qu'on raconte quand Marie leur parle avec des managers. Donc, attention, je pense qu'effectivement, et ça pourrait être le cas dans des formations où on mobilise l'art sans objectif précis, la créativité avec un sens très flou, où on pourrait reconvoquer en 1 heure, j'ai su faire un truc super, je suis génial, je suis un super manager, je peux retourner au boulot, je suis super.
Et ça, je pense, c'est très dangereux. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout ça que je veux faire passer. Une petite question, j'aimerais savoir si vous pourriez faire ce type de formation sur l'art, enfin la musique et la peinture, avec de la musique et de la peinture moderne. Parce que ce qui me paraît relativement paradoxal, c'est que vous formez des salariés de 2013 ou de 2012 sur des bases techniques et de management qui datent d'il y a 5 siècles, 3 siècles. Et si je reprends effectivement la réflexion que vous venez de faire, la musique de 2013, c'est la nouvelle star. La nouvelle star, c'est effectivement une star. C'est tout à fait autre chose que de l'entreprise. Oui, c'est une vraie question. Oui, alors déjà, mais tu parleras des choix des œuvres, tiens, comme ça, ce sera parfait. Effectivement, on fait attention, on choisit beaucoup de langues et des répertoires différents. Enfin bon, je vais pas en parler parce que j'en parlerai toujours moins bien que Marie-Laure. Mais alors deux choses. Oui, moi, ça me pose encore question. J'ai à un moment, par exemple, utilisé des représentations pour la question du contre-pouvoir de l'art contemporain. En particulier, un artiste, désolé, le nom m'échappe d'un coup, qui a toujours fait de l'art pour critiquer le poids des entreprises dans le financement de l'art. Alors, j'ai essayé, et sans avoir une analyse très poussée de la chose, ça n'a pas marché. C'est assez curieux, mais le fait que ça soit distant, dans le temps, lointain, finalement, ça crée une juste distance avec quelque chose qui pourrait paraître comme quelque chose qui ne nous intéresse plus vraiment, qui est passé, vieux, et puis en fait, à force de discuter, les gens disent « Oui, alors les 4 vertus cardinales, je peux vous sortir un document d'entreprise, c'est exactement la même chose. Oui, puis alors ce qu'on vient quand même de dire, et puis petit à petit, ça marche. Et puis c'est vrai qu'aussi, c'est la remarque de monsieur, quand on a la possibilité d'avoir un ou une artiste, de toute façon, c'est actuel, c'est une personne qui fait de l'art aujourd'hui. Ce qui me manquait, ce qui peut manquer quand on est avec la peinture, et que je n'ai pas de peintre avec moi. Au Louvre, pas vraiment besoin. Enfin bon. Après, ça peut être à débattre. C'est très complémentaire le fait d'avoir à la fois des œuvres et un artiste et un formateur en management. Bon, mais après, vous me voyez venir, plus on en rajoute, plus ça coûte cher. Mais c'est une vraie question, ça. Dans la littérature récente, il y a un article qui décrit une opération consistant à confronter un groupe de patrons de PME à des œuvres d'art contemporain. Et c'est pas triste. Alors, on peut imaginer. Peut-être deux questions. Ce n'est pas tant une question que pour rebondir sur la précédente question et en quoi l'art aurait un plus par rapport à d'autres pratiques telles que le saut en élastique ou l'hélicoptère. Je crois que c'est surtout parce que l'art confronte à des dimensions de l'ordre de la création, donc qui nous renvoie à la transcendance aussi et qui nous renvoie à cette question fondamentale qui se pose aussi dans les entreprises, et en particulier aujourd'hui, en quoi nous contribuons au développement du monde. Or, dans les pratiques artistiques, que ça soit picturale, la peinture, mais aussi dans d'autres domaines, et moi j'interviens avec la danse, auprès de managers. Et là, les questions d'engagement sont fortes, les questions de mise en scène et de relation à l'autre sont aussi assez cruciales. Il y a cette question de qu'est-ce qu'on apporte ? Est-ce qu'on est juste un rouage d'une machine qui fabrique de la souffrance, de la misère, et on est dans le toujours plus ? Ou est-ce qu'on est aussi, et ça c'est toute la question des valeurs, on apporte quelque chose au monde et on fait grandir le monde en même temps que nous-mêmes nous grandissons. Et ça, je pense qu'il n'y a que l'art dans ces différents aspects qui nous confrontent à ça et avec lequel, formateurs, intervenants en management, on peut débriefer, on peut creuser, on peut développer. Juste une chose, vous savez combien la littérature, c'est un livre qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires sur l'excellence. C'est très intéressant. Alors c'est un livre qui a été très fortement critiqué. On sait aujourd'hui de façon précise que toutes ces entreprises excellentes ont pratiquement toutes capoté. Mais néanmoins, cet ouvrage s'est vendu, c'est un des best-sellers mondiaux du management. Et pourtant, quand Marie-Laure intervient et qu'elle parle d'excellence, alors je peux vous dire, pour insister,
qu'on peut passer une demi-heure à faire un truc. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils font et ce qu'ils sont en train d'essayer de peaufiner, parce que moi, je n'ai pas le niveau pour comprendre ce qui est en train de se peaufiner. Je peux éventuellement le ressentir après. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette excellence, il y a un vrai effort, mais il y a du... Alors là, c'est bourré de valeurs, partage, confiance. Et du coup, quand elle en parle, c'est intéressant parce que on arrive à une pensée plus complexe où le terme d'excellence est assez bien défini, mais est très, très relié à d'autres. Et dans l'entreprise, c'est excellence pour plus de performance. C'est toujours très monodirectionnel. On a une pensée très séquentielle, on a une pensée très algorithmique, alors qu'en fait, là, très vite, il y a des liens avec de l'humain, des valeurs. Enfin, puis moi, je l'explicite si ça ne se fait pas dans le groupe. Et là, du coup, c'est intéressant quand en plus, et c'était le cas la dernière fois, ces managers ont 2 jours sur la pensée complexe. Parce qu'ils nous le disent, ils disent « Alors, j'avais pas tout compris ». Mais c'est ça la pensée complexe. Et en fait, c'est très illustratif. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait ce genre d'intervention, c'est de pouvoir bien savoir ce qui se fait dans les autres formations, plus classiques entre guillemets, et vérifier qu'on peut un peu, on fait des pontages, quoi. Moi je sais qu'il y a ça qui a été dit le matin, donc j'en profite, paf, j'interviens au bon moment, et comme par hasard, ça va faire un lien. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut construire très très précisément. Après, on fait un peu de la dentelle, et effectivement, on met en travail des notions en entreprise qui sont souvent très monoblocs, et on les fait circuler, et on les met en relation entre elles, et ça déjà, je trouve que c'est une vraie plus-value, et effectivement, je pense que l'art permet ça, et que le reste ne le permettrait pas. D'autres questions? On a encore 10 minutes. Oui, j'aimerais savoir quels objectifs ont poursuivi les entreprises qui ont accepté de faire ce genre de formation. Et d'autre part, pourquoi les dirigeants n'ont pas profité de ces mêmes formations? Malheureusement, je vais être obligé de faire des réponses assez convenues, dans le sens où, parce que tout le monde sait très bien pourquoi, mais merci pour vos questions, parce qu'elles sont essentielles. Dans les quelques situations dans lesquelles ça s'est produit, tant sur la peinture que sur le chant, eh bien, effectivement, les dirigeants n'ont pas pris le temps, n'ont pas souhaité, je n'ai même, la plupart du temps, pas su pourquoi, alors que j'ai posé la question, y participer. Alors, bon, vous savez mieux que moi certainement les réponses habituelles, parce que les dirigeants ne sont pas des managers, qu'ils savent tout, qu'ils n'ont pas besoin de se former, parce que je pense que pour eux, c'est très souvent perçu comme une prise de risque énorme. Enfin, moi, je le perçois comme ça, pour en fréquenter pas mal. Je pense qu'il faudrait faire toute une construction préalable, très lourde, pour les amener à assister entre eux. Et je pense que si j'y arrivais, je m'adosserais un coach spécialiste de la dynamique collective, spécialiste du team building de l'équipe dirigeante, pour tenter à 2, avec l'artiste, et là, tenter quelque chose. Je pense que c'est encore, malheureusement, enfin c'est là où il y a les problèmes, hein, quand même dans le monde. Enfin, à mon avis, c'est là où ça le bloque le plus, et c'est là où la source des problèmes managériaux sont les plus forts. Et comme par hasard, c'est là où ce genre de formations qui, à mon avis, font avancer, ne vont pas. Alors, votre question des objectifs. Peut-on donner une liste d'objectifs précis à de telles actions de formation? Désolé de répondre par une question à votre question. J'ai une liste, hein. J'ai été capable d'écrire une liste. J'ai convaincu toutes les entreprises avec qui je l'ai fait de leur dire n'évaluez pas de façon classique ce genre de formation. Et j'accepte de faire ce genre de formation avec évaluation, si c'est des évaluations de type transformative, à froid, très particulières qu'on fait pour vérifier s'il y a bien eu un passage dans la posture, ainsi de suite. Si c'est de l'évaluation satisfaction, si c'est de l'évaluation formative, on va dire très immédiate, non. Je pense que ce genre de formation, elles ont un double intérêt. Elles sont courtes, on va très vite à l'essentiel. Moi, je suis sidéré avec quelle vitesse on va au cœur d'un concept. Et à quelle vitesse on va le faire passer le message. On n'a pas besoin d'un cas, d'un paperboard, d'une explication de 40 slides. Il y a le truc sur la compétence collective, moi je l'ai fait cette formation. J'ai besoin sur compétence collective, j'avais besoin d'une bonne journée. Là, en un quart d'heure, les gens, ils ont compris, ils sont capables de vous dire il y a ça, ça, il y a ça, j'ai tout compris.
grand avantage, c'est que surtout ces apprentissages, ils sont, à mon avis, installés dans un champ de la mémoire qui est en relation à l'émotion, hein, confère Damasio et compagnie. Et à mon avis, ça fixe l'apprentissage à un endroit qui est beaucoup plus intéressant qu'une stricte fixation cognitive. Parce que les gens, ils pensent à ce qu'ils ont fait, à un vécu. Et puis, moi, j'en ai retrouvé des années après dans cette entreprise où j'ai vu j'ai eu en formation les 270 managers, tous. Il y en a qui des années après, on s'est vu dans la rue, en faisant les courses, on m'a dit « Ah, j'en souviendrai de tel moment, devant tel tableau, ça a été un choc esthétique. » Et donc, j'en profitais. Et alors, il y a un truc que vous vous souvenez qui était un peu en relation au management. Oui, ça. Donc je pense qu'on a du mal à évaluer ce genre de formation aujourd'hui parce qu'on n'a pas les bons outils d'évaluation et parce qu'on utilise des voies de formation qu'on utilise très peu et qui pourtant me semblent bigrement efficaces. Désolé hein, pour ma réponse un peu... Une question, peut-être une dernière. C'est la dernière question. En fait, vous avez parlé des formations pour les professionnels, mais pour les étudiants, s'il y avait parce que pour aller sur le marché professionnel, ça peut être intéressant pour un étudiant d'avoir ce genre de formation, en fait. Est-ce que ça existe ? Il y en a. Il y a un début d'application de ces choses-là dans des écoles ou dans des facultés. Bon, j'ai cité quelques exemples américains. Pour ce qui concerne l'un des exemples les plus aboutis, bien que ce soit le début, il y a l'expérience de Nancy, où ils ont monté 3 établissements. Parce que derrière l'art, il y a aussi l'idée de transdisciplinarité, finalement. Donc, dans le cas de Nancy, je vais juste citer cet exemple-là. Hein, je ne veux pas de publicité pour Nancy, mais l'école des mines de Nancy, lycéenne, qui est une école de commerce, et l'école des beaux-arts de Nancy, on se sont mis d'accord ensemble pour que leurs étudiants participent à des ateliers qui s'appellent des ateliers Artem, mettant en jeu, il y a toute une liste, vous pouvez même consulter sur Internet, la liste des ateliers publics, il y a le programme de l'année 2013-2014, hein, où il y a des choses diverses, tout n'est pas fondé sur l'art, mais il y a des choses qui sont beaucoup centrées sur un décloisonnement, créativité, etc., en mélangeant les gens de 3 origines différentes, et une partie d'entre elles est fondée sur l'art. Et c'est des ateliers qui font partie du cursus des 3 instituts. Voilà un exemple. Bon, ici, dans cette noble maison, vous avez un cycle de conférences sur art et management. Alors effectivement, c'est pas faire de l'art avec des artistes, mais c'est quand même déjà assez innovant, hein. Il y a l'EM Lyon qui en fait aussi un petit peu. Il y a très très peu aujourd'hui d'universités et d'écoles de commerce en France qui ont un cycle permanent autour des liens entre gestion, management et art. Donc ça, c'est quand même à souligner, parce que je pense qu'on peut être fier de le faire ici. Et puis, je pense que ça reste encore quelque chose de largement à faire avancer. Alors, il me semble qu'une des difficultés, si on est dans l'art pour travailler soi-même des aspects créatifs, je pense que ça peut être possible à l'université. Par contre, quand ce que vous avez vu, c'est plutôt ma posture, c'est utiliser l'art pour comprendre le management, ça nécessite à mon sens que les personnes aient déjà managé, hein, si je prends la question du management, au moins un peu. Parce qu'il faut faire du lien avec son vécu, sinon ça peut passer comme quelque chose d'un peu voilà, illustratif, artificiel, amusant. Voilà. Et c'est souvent pas votre cas en tant qu'étudiant. Voilà. Mais je pense que la voie qui est plutôt autour de la création est intéressante. Mais là encore, alors même si vous êtes dans un environnement beaucoup plus protégé que l'entreprise, ça nécessiterait qu'il y ait des artistes, mais aussi des psychologues, des pédagogues et des formateurs qui vous accompagnent. C'est là, il y a une question de coût hein, quand même, qui vous accompagnent quand vous êtes en train d'essayer de faire je sais pas moi, du modelage, pour que vous puissiez faire ça dans un environnement où vous avez le temps de faire des liens avec ce que vous êtes, où vous en êtes, comment vous allez vous en servir dans votre prochain travail, et que tout ça prend du temps, et puis que ça soit suffisamment accompagné et bordé. Parce que sinon, ça peut partir dans tous les sens, et puis ça peut être, entre guillemets, dangereux pour certaines personnes. Une ultime question. Une ultime question avant de clore le débat. Sur un sujet
Bien, je vous propose tout simplement que l'on applaudisse l'artiste. Bonne soirée, mesdames, messieurs.